Tac. Donc dans un premier temps, alors je sais que vous avez rempli le Padlet et merci, ça me permet d'avoir un petit vernis sur votre parcours. Mais en quelques mots, comment vous résumez un petit peu votre position par rapport à la gestion de projet, le pourquoi de cette formation? Ça me permettrait d'échanger au moins de vive voix à ce sujet et de briser un petit peu la glace. On va commencer par Aurélien. D'accord. Bon, je voulais rester galant et je voulais proposer à Maud de commencer. J'ai vu que Maud se lançait pas, je me suis dit je vais pas l'acheter au loup. Vas-y Maud, je t'en prie. Ok. Donc moi, vite fait, donc je suis géomètre. Donc je suis dans une petite structure basée à Paris. Et en gros, on fait du relevé de monuments historiques. Moi, je fais partie de l'équipe terrain. Ok. Donc quand j'ai intégré mon entreprise, j'étais vraiment assignée à faire du terrain, à faire du traitement, en fait à faire la chaîne de production entière. Et maintenant, ça a un petit peu changé pour moi puisque je fais un petit peu plus de suivi de chantier et un peu plus tout ce qui est chiffrage de mission. Ok. Donc voilà. Et donc après, nous, on est une petite structure. Donc la gestion de projet, elle se fait un peu naturellement si, enfin, j'ai l'impression. Et donc voilà. Après voilà, on est une petite équipe, donc par rapport à la formation, j'ai l'impression que ça se dirige plus à des structures un peu plus grandes avec plusieurs postes différents. Et nous, il n'y a pas ça. Donc c'est un peu compliqué parfois de remettre chaque personne, de mon point de vue, dans mon entreprise, à ces rôles-là, puisqu'on est un peu tous assignés à plein de choses différentes. Mais voilà, et puis je voulais faire cette formation pour avoir un point de vue plus externe, enfin plus un fonctionnement avec quelque chose de plus théorique pour voir éventuellement les choses qui pourraient être améliorées chez nous et, euh, et avoir des outils en fait. Voilà. Très bien. Très bien. Je reviendrai sur les rôles après la présentation d'Aurélien. Mhm. Merci, Maud. À toi, Aurélien. Alors moi, je travaille sur Dijon. Je travaille dans une maison de l'emploi, une association, la Maison de l'emploi de Dijon Métropole, et je suis chargé de projet. Voilà, donc je travaille sur un grand projet actuellement d'alimentation durable et l'impact de l'alimentation durable sur les compétences, les métiers et de l'offre de formation sur la métropole. Je fais ça depuis 3 ans, voilà, moi, je me suis inscrit sur la formation tout simplement pour savoir parce que j'ai jamais fait vraiment de formation, chargé de projet, donc j'ai tout appris un petit peu sur le tas, et j'ai vraiment besoin actuellement de faire un point sur ma méthodologie, sur mes outils, sur ma posture, de voir un petit peu clairement les trous dans la raquette, et d'améliorer tout ça, quoi. Voilà, et je le vois, hein, dès la première semaine là, ça fait vraiment du bien. Je vois un petit peu déjà les premiers trous dans la raquette, les choses sur lesquelles je peux améliorer et cetera, voilà, dans mes écrits, dans mon organisation, dans la méthodo, donc c'est exactement ce que je suis venu chercher, quoi. Après, comme Maud, je suis d'accord, moi, je suis sur un champ qui est, l'emploi, compétences, formation. Donc c'est vrai que des fois, par rapport aux exemples, c'est un petit peu dur de transposer, mais voilà, c'est le but aussi, quoi. Très bien. Merci, Aurélien, pour ta présentation aussi. Donc, en effet, oui, vous êtes venu chercher auprès de cette formation de la structure, du formalisme, ce qui vous permettrait, hein, à travers de ce que vous dites, d'être peut-être plus confiant dans vos réalisations. Donc, ce qui se comprend tout à fait. Donc, cette formation est aussi là pour ça. Euh, pour en revenir au fait que, en effet, cette formation, elle est assez générale et elle va s'appliquer, en tout cas, ce qu'on propose en termes d'exemple, s'applique dans ce qui peut être de plus grand en termes de structure. Et justement, si c'est applicable dans des grandes structures, c'est tout à fait transposable dans les petites, dans le sens où même dans les grandes entreprises,
on est capable d'avoir une personne qui endosse plusieurs rôles. Et donc, je l'ai déjà vu, hein, et moi aussi, je l'ai déjà fait. L'idée est de, lorsque je propose, par exemple, et donc on va y revenir, hein, ça fait partie du déroulé du jour. Euh, lorsqu'on lorsqu'on va proposer d'avoir par exemple les acteurs du projet, alors en effet, dans l'idéal, une personne, un rôle, ça permet de mieux comprendre où on en est, mais c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs personnes euh, qui endossent, enfin en tout cas plusieurs rôles qui sont endossés par la même personne. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Donc en effet, il y a des rôles qu'on appelle des rôles clients, grosso modo, et des rôles qui sont plutôt d'ordre fournisseur, donc fournisseur par rapport au projet. Ce qui est sûr, c'est que une personne dans le projet peut endosser plusieurs rôles clients ou plusieurs rôles fournisseurs. Il y a des exceptions. Le commanditaire est un rôle unique. Ça veut dire que le commanditaire, en théorie, si possible, doit être le seul décisionnaire et ne peut pas endosser d'autres rôles. Sinon, c'est plutôt considéré comme jugé parti. Mais il y a des exceptions, hein. J'ai aussi eu des cas d'apprenants une apprenante qui voulait monter un genre de fête foraine. En effet, elle le fait avec sa famille, donc elle travaille avec sa tante et son mari. Difficile d'être commanditaire et pas être chef de projet en même temps. Voilà, c'est un cas particulier. Tout ce qui est important à savoir, c'est de pouvoir bien cloisonner son activité et de savoir, OK, là, ce que je fais, je me positionne en tant que chef de projet. Ou là, ce que je fais, je décide, c'est par rapport à mon poste de commanditaire. Et du coup, si le rôle de commanditaire est endossé avec un autre rôle, l'idée est de pouvoir peut-être, lorsqu'on prend une décision, d'être sûr que c'est la bonne et de pas appliquer une monarchie de droit divin, mais plutôt peut-être d'essayer d'être un peu plus collégial pour récupérer les informations pour avoir la meilleure décision possible. Donc, dans la catégorie client, on va avoir donc le commanditaire, le responsable utilisateur. Euh, L'autorité de changement peut faire partie un petit peu de cette catégorie. Et dans la partie fournisseur, donc responsable fournisseur, chef d'équipe, chef de projet et support projet. Donc quelque part, un chef de projet peut aussi être un chef d'équipe. Il pourrait aussi être un responsable fournisseur. Le support projet supporte les activités du chef de projet. Donc quelque part, si c'est un petit projet, le chef de projet peut le faire tout seul. Si c'est un très Mmh. gros projet, il pourrait déléguer cette activité-là à d'autres personnes. Et donc par rapport à l'autorité de changement, c'est un mélange de personnes. Donc c'est un collège de personnes qui a été choisi pour décider ou en tout cas pour prendre des décisions. Et donc quelque part, c'est le mélange entre le commanditaire qui logiquement doit en faire partie et d'autres personnes, soit au sein de l'entreprise, soit au sein de l'équipe projet, qui peuvent prendre des décisions. Donc voilà comment se segmentent un petit peu ces activités les rôles en tout cas dans le projet. Donc pas impossible en effet d'endosser plusieurs rôles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que j'ai répondu un petit peu aux interrogations du début? Bah, moi, dans le cas, par exemple, de mon entreprise, c'est plus la question du commanditaire. Parce que, en fait, nous, le commanditaire, c'est un peu le chef de projet. Parce que c'est lui qui va prendre quand même les décisions. Parce qu'au-dessus de, par exemple, mon responsable, c'est mon patron. Et Mm, lui, pour le coup, il va prendre des décisions, mais ça va vraiment être sur est-ce que oui, on accorde le budget pour ça, et c'est tout, quoi. ok. Et après, directement, on est face au client avec le cahier des charges et voilà. Donc c'est un petit peu mélangé ce rôle de commanditaire. Il y a des décisions qui sont peut-être de l'ordre du budget, qui vont émaner du patron, et de l'ordre du client, qui seront Mm. plus de l'ordre du projet. Mais en effet, ce rôle peut être mélangé, et ça peut être bien de dire, ben, si ça touche le budget, le client voit avec le patron, et si c'est autre chose par rapport au projet, tout ça peut être bien décrit aussi, hein. C'est l'idée de pouvoir au moins l'avoir écrit. Ça permet, on sait jamais, hein, tu tombes malade, au moins on sait à qui on a affaire, qui Ouais. doit faire quoi. Ouais, ouais. Moi, je suis Oui, dans le très même bien. cas aussi sur certaines actions où, voilà, moi j'ai un grand projet, mais derrière en dessous des sous-actions, des sous-projets que je mène, bah, notamment créer des outils pédagogiques ou ce genre de choses où là après, quand j'attaque ces actions, je il y a un mélange des genres, hein, parce que je suis à ce moment-là, sur ces étapes-là commanditaire, sur ces sous-projets plus, chef d'équipe quoi. Mm. Plus responsable support, aussi, mais oui, donc des fois ça se mélange quand même pas mal, ouais. Ah, ça peut se mélanger. Donc tout va résider dans comment vous allez cloisonner un petit peu ces rôles, même s'ils sont partagés. L'idée Mmh. de savoir, ok, quand je fais une activité, dans quel
quel rôle, dans quel poste je me positionne. C'est ce qui est le plus important. Ensuite, le cahier des charges. J'ai d'ailleurs omis de me mettre à jour sur la plateforme le format du cahier des charges puisque il inclut la contrainte. C'est un élément que j'avais oublié dans les données. Euh, Quelque part, le cahier des charges, si je devais le résumer, c'est le petit morceau de papier que le commanditaire, euh, que le chef de projet va griffonner sur un coin de table lorsque le commanditaire va solliciter pour lui confier un projet. Quelque part, voilà, l'idée est de se dire, ok, chaque commanditaire a un projet en tête, il n'a pas forcément formalisé les choses, et quelque part, c'est juste un document qui permet d'avoir de quoi avoir du grain à moudre pour préparer le projet et du coup préparer le document qui sera plus officiel, qui est le business case, donc le cas d'affaires. Donc, ce qui est important par rapport au cahier des charges, c'est de bien comprendre. Alors, c'est vrai qu'il y a la notion de coût, mais c'est plutôt budget. C'est de bien comprendre le contexte et la raison du projet, le budget qui serait associé, le coût qui serait associé à ce projet, donc le coût qui serait alloué, les bénéfices, donc ce que ça va générer, ce que ça va apporter d'intéressant pour l'entreprise. Ces bénéfices peuvent à la fois être tangibles et non tangibles. Ça, il y aura une session là-dessus aussi. Et l'idée de pouvoir bien comprendre qu'un bénéfice tangible, euh, c'est un bénéfice qui se chiffre. Un bénéfice non tangible va apporter à l'entreprise, mais ne va pas forcément pouvoir se mesurer, pouvoir se chiffrer. Et quelque part, il y a des projets qui sont même dans des très grandes entreprises qui sont autorisés, approuvés, même si cela ne génère pas de bénéfices chiffrés. Donc quelque part, il y a une dépense, mais pas associée pardon, à un gain. Ça peut être par exemple mettre en place un outil qui va permettre de fluidifier la communication entre deux services. Donc quelque part, on va mettre des sous sur la table pour avoir cette nouvelle application. Et aujourd'hui, en fait, le process est un tel remplit le formulaire A, le service B, le deuxième service reçoit le document envoyé par courrier postal, donc ça met du temps. Ensuite, il le déchiffre, le réinscrit dans un autre logiciel. Voilà, tout ça, ça prend du temps. Quelque part, si on met en place un logiciel, on sait que on sait qu'on va gagner du temps. On ne sait pas peut-être comment l'entreprise va pouvoir obtenir son gain, mais on sait que l'entreprise sera plus dynamique, plus rapide. Et donc c'est un projet qui sera bénéfique pour l'entreprise, mais qui sera peut-être compliqué à estimer en termes de bénéfices chiffrés, en euros ou en n'importe quelle devise. C'est ce point-là était pour moi le point le plus critique là, actuellement là dans la formation par rapport aux bénéfices tangibles et non tangibles. Voilà. Oui, J'avais du mal à un petit peu à comprendre parce que ce que je me disais, par rapport aux bénéfices, tu as répondu à la question là, que j'avais posée, mais, j'avais compris que pour toi un bénéfice c'était uniquement un bénéfice tangible quoi, chiffrable en termes monétaires quoi. Or on tu viens de le dire, or non, ah oui, hors non, non. c'est pas voilà, il y a aussi du non tangible dedans et ma sous-question était par rapport au retour sur investissement au roi, qui nous a Oui, fait ROI, ouais. calculer. Heu, sur du non tangible, comment on fait? Sur de non tangibles, en effet, ce ROI va être négatif. Parce que quelque part, on va débourser des sous, on va avoir un coût du projet, mais les bénéfices vont être soit de zéro, soit mineurs, soit une supposition qui va peut-être pas atteindre le niveau du coût du projet. Donc ce ROI va être négatif. Donc quelque part, même si un projet n'a pas de bénéfice tangible, euh, l'idée quelque part est de présenter quand même ce retour sur investissement. L'entreprise a besoin de savoir, lorsque vous soumettez un projet à validation, quel est le retour sur investissement. Donc on peut inscrire un ROI négatif en précisant que les bénéfices sont non tangibles, mais le fait que vous dites, par exemple pour l'exemple que j'ai donné, ben, ça va prendre, au lieu de prendre 5 jours pour un formulaire d'être traité, il peut être traité dans la matinée. Donc là, Mmh. ça fait tilt. On sait que l'entreprise va gagner du temps. On ne sait pas combien vraiment. Peut-être que ça va apporter ça va générer plus de chiffre d'affaires puisqu'on va pouvoir traiter plus de dossiers. Mais on n'est pas capable de mesurer avec fermeté euh, combien l'entreprise va gagner. Mais le fait d'inscrire quand même dans le business case cette information que le bénéfice non tangible va permettre de gagner du temps et de fluidifier la discussion entre les services et d'augmenter le temps de traitement de 5 jours. Voilà, c'est sûr que c'est pas des euros, mais
c'est un paramètre qui va quand même être pris en compte, même si le retour sur investissement est négatif. Et le ROI, c'est uniquement heu, en financier, d'un point de vue économique? Je veux Oui, le dire ROI, par c'est là, uniquement financier. ouais, voilà, parce que si par exemple tu faisais, des questionnaires, parce que sur ton exercice là, j'avais été un peu perturbé entre classer les non tangibles et tangibles, et par exemple, en non tangible, tu avais, amélioré l'expérience, utilisateur. Oui, Et si, enfin, en disant non tangible, alors pour moi, ça pouvait être tangible parce que si tu fais une sorte de questionnaire, tu sais, tu mets un système d'évaluation avec un questionnaire, de début et puis après, ton projet de fin, et que tu vois que tu as une amélioration, enfin pour moi c'était tangible. Parce que tu pouvais apprécier en fait l'évolution quoi, en termes de points. oui, c'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? En termes de points, mais euh, ces points sont des perceptions. Ça veut dire que quelque Ouais, part, même si tu te bases sur un questionnaire, tu te bases sur une ouais, estimation, sur une perception utilisateur. Et cette ouais, c'est perception, vrai. malheureusement, elle apporte pas directement des sous dans le porte-monnaie de l'entreprise. Ça Ouais, reste une perception. Alors la perception fait beaucoup, hein. d'accord. Vous allez le voir à OK, la fin du module de formation. L'utilisateur apporte beaucoup par rapport à cette perception, mais malheureusement, c'est pas chiffré. je comprends. OK, je comprends. Et derrière Mais tout ça, du hein, derrière oui, dis-moi, pardon. Maud. mais du coup, par exemple pour, une action non tangible, par exemple, un Oui, petit le développement d'un petit soft pour, améliorer un process. Admettons, il va mettre, 3 semaines à être développé, donc il y a un coût qui peut être chiffré là pour le coup, oui, oui. et après on peut le réappliquer sur un investissement d'un projet et après faire une comparaison sur des projets similaires? C'est quelque Voir chose s'il y qui a une peut se faire. différence? Oui, c'est quelque chose qui peut se faire. Je prends un exemple qui est à peu près similaire. Et là, on va dire qu'en fait, une personne met moins de temps à réaliser une activité qu'avant. Quelque part, si une personne coûte 500 euros au jour euh, Mmh, et qu'elle met une journée à réaliser une action, et que lorsqu'on met en place cette application, elle va mettre 1 heure, on est capable de dire, ah, ok, donc en fait, sur mmh, une journée, elle va traiter un dossier, ça va nous coûter 500 euros. Par contre, sur une journée de 8 heures, elle est capable de traiter 8 dossiers avec la nouvelle application. Donc on va gagner, on va gagner. Donc c'est 7 dossiers par jour. Donc du coup, mmh, c'est 500 divisé par 7. C'est ce qu'on va gagner. C'est ce que l'entreprise, en tout cas, peut réinvestir dans d'autres dossiers. Et donc là, en effet, c'est tangible. On est capable de mmh, mesurer par rapport au coût d'une personne combien elle va gagner parce qu'on est capable de mesurer le temps d'exécution. Le projet que j'ai exposé précédemment était un peu plus complexe puisque c'est entre deux services, il y a un temps de latence au milieu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait exprès hein, de proposer ce process-là. Mais il est possible, hein, et tu as raison Maud, d'avoir après coup, de se dire, ben, on met en place ce process, mais on sait pas vraiment combien de temps on va gagner, de se dire, ben, on livre le projet, on propose d'avoir une phase d'évaluation des bénéfices, et on est capable de mesurer combien de temps on faisait avant le projet, combien de temps on fait après, et là, oui, en effet, avec un ratio, on est capable peut-être de mettre à jour des bénéfices. OK. et est-ce que c'est normal, enfin moi, tu vois, en voyant le cahier des charges, il y a une donnée pour moi qui manque, qui est, l'objectif, en fait. Est-ce que c'est normal ou on le Alors, verra après? l'objectif, quelque part, entre le contexte et la raison, tu auras l'objectif du projet. Mmh. Le Mmh. contexte est le pourquoi du projet. La raison est en fait ce qui est la problématique auquel va répondre le projet. Donc quelque part, c'est Mmh. aussi l'objectif du projet. Euh, donc euh, dans le cas de l'anniversaire de mon neveu, la raison est fêter l'anniversaire du neveu pour qu'il puisse avoir un souvenir mémorable, puisque je sais pas, peut-être qu'il l'a jamais souhaité, il l'a jamais fêté, pardon. Voilà, l'objectif est de réaliser cet anniversaire. Donc c'est sous-jacent en effet à la raison. OK. Euh, le business case est un élément qui est plus officiel, donc comme je l'avais précisé dans la formation. Je vais pas revenir sur tous les éléments, mais en effet, le retour sur investissement est un des paramètres qui est à mettre en avant. Donc, on vient d'en parler. Et donc, par rapport au cahier des charges, c'est cette valeur qui est
souvent pris en compte comme une statistique d'évaluation de projet. C'est-à-dire quelque part, lorsqu'une entreprise a plusieurs projets à évaluer, si son critère est on valide tous les projets qui ont un retour sur investissement de plus de 5%, ok, voilà, ils vont filtrer sur tous ces projets-là. En effet, ils vont bien vérifier que le ROI a bien été calculé et que on a bien pris les bons paramètres. Et l'idée est que voilà, ils prennent ce paramètre comme un indicateur pour valider un projet. Et ensuite, sur les retours sur investissement négatifs de projet, l'idée de pouvoir peut-être s'asseoir et de se dire, ok, c'est peut-être négatif, mais ça va apporter beaucoup à l'entreprise. Et donc là aussi, c'est aussi il est possible de le calculer. Et un paramètre qui est important à inscrire dans le business case, qui est souvent oublié, hein, ce sont les risques. Donc les risques, c'est un volet qui va être approché, je crois, en semaine 3. Et les risques sont importants d'être identifiés, puisqu'en effet, on ne part pas là forcément la fleur au fusil lorsqu'on réalise un projet. L'idée de pouvoir montrer qu'on est conscient qu'un projet, c'est aussi peut-être des effets négatifs. Le fait de pouvoir inscrire peut-être 5 risques dans le business case, c'est de dire aussi à l'entreprise, voilà, on engage des sous, mais ça implique aussi des risques qu'il va falloir traiter et qu'il va falloir aussi peut-être lever. Donc, ça fait partie du package lorsqu'on construit un business case de manière officielle. Ok. Et ensuite, par rapport au volet communication, alors la communication, c'est un peu la clé de voûte hein, lorsqu'on est chef de projet. Vous êtes chef de projet, vous êtes au cœur de pas mal de communication, aussi de pas mal de personnes. Vous êtes amené, pardon, à communiquer sur le statut du projet, sur son évolution, sur des faits importants, des faits marquants. Et quelque part, la matrice et le plan, moi je vous le dis honnêtement, je les utilise pas toujours. En tout cas, la matrice s'utilise surtout dans des cas où l'entreprise est vraiment très grosse, que le projet est très gros et que la multiplication des personnes vers qui communiquer, notamment lorsqu'il y a des parties prenantes, donc des personnes qui sont pas forcément impliquées dans le projet et qui ont besoin d'avoir de l'information par rapport à votre projet pour pouvoir se situer par rapport à leurs activités, là c'est intéressant. Par contre, le plan de communication, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans n'importe quel projet, qu'il soit petit ou grand. L'idée est de pouvoir se mettre un plan sur le déroulement du projet et ce qui est important de communiquer et quand. Et donc là, c'est bien puisque du coup, on peut cocher, se dire, ah, on a fini l'initialisation, ok, mais là, il faut que je communique pour dire, ben voilà, on a validé le business case, on va avancer, la prochaine échéance, c'est temps, etc., etc. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu la photo de votre avancement du projet en termes de communication. Donc le plan est plus susceptible d'être utilisé par vous dans vos activités. Communication interne et externe. Interne C'est et ça? externe, oui, tout à fait. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que c'était, oui, en effet, le dernier volet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'échanger avec vous? Non, moi j'ai peut-être plus une question, enfin en rapport, mais est-ce que au cours de la formation, vous allez nous présenter des outils ou vous restez, ou vous ne le ferez pas parce que ça fait de la publicité sur des marques ou... Alors, il y a bien en semaine 4 une journée dédiée à la présentation d'outils. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns. Malheureusement, on peut pas passer toute une journée sur tous les voir. Mm. Donc, j'en ai présenté quelques-uns. En tout cas, j'ai récupéré des présentations de certains outils de gestion de projet. Donc, ce sont des outils qui sont plutôt d'ordre collaboratif. Mais en effet, les ayant pas tous utilisés, difficile pour moi de vous faire une présentation claire et précise sur un outil. Et ça aussi, ça, ça donnerait un petit peu ça ferait un petit peu de pub pour un outil, alors qu'il y en a peut-être d'autres qui sont peut-être aussi performants. Donc l'idée est surtout que vous ayez connaissance de ce qu'un outil est capable de faire et d'après peut-être mettre le pied à l'étrier parce qu'il y a des versions qui sont gratuites, des versions d'essai, Mm. mais il y a des versions qui sont gratuites peut-être pour un utilisateur et puis si vous voulez étendre à 5 ou 6, elles deviennent payantes. Donc vous êtes capable de pouvoir essayer l'outil, de le prendre en main et de voir si déjà en termes de visuel, en termes d'utilisation, c'est possible de l'utiliser. C'est vrai que dans vos deux cas, hein, comme vous travaillez dans des sujets qui sont plutôt à taille humaine, ça s'y prête bien. J'ai beaucoup moi travaillé dans des grandes entreprises et en effet, on est limité par le fait que
d'autres personnes des équipes projet travaillent aussi avec peut-être d'autres chefs de projet, et du coup, l'entreprise a un logiciel ou bien chacun utilise un petit peu son Excel, grosso modo, pour traiter c'est un petit peu les différents aspects du projet. Parce que Excel, tout le monde sait l'utiliser, et du coup, il se pose pas la question Mmh. d'avoir un outil de gestion de projet. Ça permet au moins d'avoir cette adoption. En effet, si chaque chef de projet utilise un outil, ça va impliquer que chaque équipier projet ait connaissance de chaque outil projet et de savoir s'il est possible de pouvoir les utiliser. Mais oui, en journée, semaine 4, journée 3, je crois, ou 4, on a un volet sur les outils. D'accord. OK. Et et à l'inverse, est-ce que enfin, plutôt en complément, est-ce qu'on aurait un comme tu l'as dit, on pourra pas développer tous les outils, mais est-ce que tu as une proposition, une liste de tout un tas d'outils similaires à ce que tu vas nous présenter qui pourraient être, explorés de notre côté, en parallèle ou pas? Alors, elle est pas présentée, mais enfin, j'en connais pas mal, donc en effet, oui, je peux, en plus des outils qui sont proposés, si, il me semble que je propose une liste d'outils. Si elle y est pas, je vous la donnerai. Je vous la donnerai. Il y a pas Ah mal super, d'outils collaboratifs qui existent et qui sont pas mal. OK. Il y en a quelques-uns pour lesquels j'ai pas pu trouver de présentation, donc en effet, je les ai pas mis en ligne, mais en effet, ouais, ça peut être possible. Ouais, pas de souci. Si j'oublie, tu n'hésites pas à m'y faire penser. Ouais, ça roule. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette première semaine, par rapport à la formation, par rapport à un cas particulier que vous souhaitez qu'on échange ensemble? Non. Non, parce que moi, je Pour découvre l'instant beaucoup de trucs, donc Tant mieux. pour l'instant, ça va. Ok. Tant mieux. C'est qu'il y a matière à apprendre alors. Ouais. non, pour l'instant ça va, c'est assez bien découpé en fait, la formation donc c'est bien et c'est très clair. Et puis au niveau du timing aussi, donc ça c'est vraiment le côté positif. Juste moi ce qui me manquerait plutôt comme au tout début d'information, c'est, ce que tu vas nous présenter, comment ça se positionne, de manière globale par rapport aux autres, méthodologies de gestion de projet? Parce qu'on entend aussi, actuellement d'autres, méthodologies, notamment les méthodes agiles et cetera. Donc moi j'aurais besoin, tu vois, juste d'une info globale, si tu dézoomes, dire: «Bah, tiens, nous ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'il y a à côté, méthode agile et c'est quoi le plus et moins de notre méthode par rapport aux autres méthodes?» Voilà, oui, avoir une vision globale voilà, avoir une vision globale de toutes les méthodes, de gestion de projet. Alors il y a une journée dédiée aux méthodologies. Néanmoins, ce que moi je propose dans cette formation, c'est le fondamental de ce que n'importe quel projet devrait pouvoir utiliser. Indépendamment du fait qu'on utilise Prince2 ou Agile ou autre, l'idée est de savoir quel est le minimum à comprendre et à appliquer pour un projet. Après, c'est à la carte. En effet, en fonction du Mmh. contexte, que je sois géomètre ou que je réalise ton métier, Aurélien, à la Maison des Emplois, l'idée de pouvoir en fait t'approprier ce qui est possible d'être approprié. Mmh. Le monde de l'industrie est le monde le plus poussé, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de sujets liés à l'industrie, euh, Ouais. des exemples qui sont utilisés. Et du coup, ce milieu a permis de développer des méthodologies projet. Et je pense que quasiment toutes les méthodologies projet qui existent viennent du monde de l'industrie. Ouais. Et parce que justement, on est très pointu. Donc quelque part, lorsqu'on prend ce milieu-là, on prend leur méthodologie et on prend un petit peu à la carte, on se dit, bah, bon, là, ça sert à rien, puisqu'en effet, moi, je suis plus un sujet qui est moins matériel. Ok. Donc on est capable de pouvoir prendre à la carte un petit peu ce qu'on veut par rapport à cette méthodologie. Mais ce que je propose, moi, c'est le fondamental avec un peu de Prince2, puisque je suis certifié Prince2 et il y a pas mal d'informations qui sont intéressantes à utiliser. Et donc, quelque part, ça vous met un petit peu le pied à l'étrier sur si vous êtes chef de projet aguerri et que dans 5-6 ans, vous dites, bah, c'est mon métier, franchement, moi, je souhaiterais pousser encore plus le bouchon. Bah, voilà, Prince2, moi, je vous recommande. Mais en effet, il faut avoir 4-5 ans d'expérience en gestion de projet dans des projets d'envergure. Et quelque part, vous savez aussi que dans 5-10 ans, c'est le métier que vous voulez faire. Sinon, ça aurait pas d'intérêt. Donc, quelque part, moi, j'ai mis le meilleur, un petit peu ce qu'on peut utiliser de Prince2 et des méthodologies qui sont un petit peu génériques dans cette formation. Comment tu dis ta certification? Ça s'appelle comment? Tu disais Euh, Prest? Prince 2 en français, pardon. OK. Peut-être que OK. mon accent n'y était pas.
Pas terrible. Non, c'est moi qui sois pas bon en anglais, y a pas de souci. Et vous, Joy, donc vous étiez chef de projet dans une grande entreprise ou Je vous suis avez fait toujours. plus? Ah oui, d'accord. Donc ça fait 12 ans maintenant que je suis chef de projet. Donc c'est un métier pour lequel j'étais formé moi en tant qu'étudiant. OK. Mais en effet, lorsqu'on sort de l'école, on n'atterrit pas forcément à ce métier-là. Donc l'idée de quoi j'ai fait des concessions, donc d'atterrir dans le monde un petit peu de l'industrie, le pilotage d'équipes techniques. Et puis petit à petit, je suis arrivé à ce métier qui est pour moi intéressant puisque je déteste la routine. Donc chef de projet, on voit le début, on voit la fin, et puis après on passe à autre chose. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'expérience. Et donc en effet, oui, ça fait bien une douzaine d'années que j'exerce ce métier. OK. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, non. Non, ça va. Et tu peux me tutoyer, Maud, hein. OK. Ça me fait trop vieux de vous voyer. C'est par principe. Enfin, Eh dès que ben j'ai écoute, l'accord, OK. tant mieux. Eh ben écoutez, je vous souhaite un excellent après-midi. Je vais tâcher de répondre à vos emails. Je vous enverrai le correctif des exercices de cette semaine dans l'après-midi. Et je répondrai à vos mails, j'espère, d'ici dimanche. Et donc comme ça, vous pourrez repartir avec une nouvelle semaine, donc les nouveaux exercices. OK. Super. Bon week-end à vous, Bon week-end. Merci, et je vous dis à bonne journée, vendredi bon prochain. week-end. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.